François-Georges Dreyfus, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Ah, je suis très heureuse que vous puissiez participer à cette émission, même de loin. Vous savez que dans le studio, il y a donc J'ai entendu l'arrière... l'émission jusqu'à maintenant. Vous l'avez écouté, mais Oui, c'est oui. merveilleux. Alors donc, c'est vous maintenant que nous écoutons dans votre témoignage d'abord personnel et ensuite d'historien sur le maréchal Pétain. Témoignage personnel, il va être quand même très bref. Je n'ai jamais rencontré le maréchal, bien entendu. J'ai vécu sous le gouvernement du maréchal. Et je n'oublie pas, nous y reviendrons tout à l'heure à la fin de mon intervention, que si le maréchal n'avait pas joué le rôle qu'il a joué, je ne serais sûrement pas aujourd'hui parmi vous, et je serais allé mourir à Auschwitz. Bon, ceci dit, revenons, soyons historiens. Lorsqu'Annie Kriel, en août 1942, arrive à Grenoble, elle se dit, venant de Paris à la suite des Veldiv, enfin, nous vivons dans un pays libre. Alors, ça pose quand même un certain nombre de questions. Le maréchal, en fin de compte, si on est sérieux, est populaire jusque pendant toute l'occupation. Avec des périodes plus ou moins grandes, mais lui est populaire. Et on n'est pas de même de son ministre Laval. Deuxième élément, il le donneur relativement à la libération. Il y a un sondage au moment du procès Pétain sur l'opinion des Français à l'égard du maréchal. Il y en a encore une près de 40% qui sont favorables au maréchal. Et il faut être très objectif. Comme Philippe Conrad vient de le rappeler, le rôle de Robert Aron a été considérable. Et il faut bien dire que jusque dans les années 60-65, eh bien, l'historiographie à l'égard du maréchal est relativement juste, même si elle peut nous gêner sur certains plans, nous y reviendrons tout à l'heure. N'oublions pas que le général de Gaulle a envisagé en 1961 un transfert du corps du maréchal à Douaumont, et il y renoncera parce que Maître Idorny veut en faire une opération strictement politique. Alors, le grand problème, c'est un historien américain qui s'appelle Paxton. Pour Paxton, on a fait l'historiographie de Vichy sans consulter les archives allemandes. Alors qu'en fait, comme je l'ai dit moi-même à Paxton, consulter les archives allemandes, ça impliquait de peut-être se faire une autre idée des choses. Je prendrai un exemple tout simple. En 1943-44, le maquis Birakeim entre l'Aveyron et le Gard joue un rôle considérable. Et un beau matin, où il est attaqué, et les Allemands sont battus. Et 3 jours plus tard, ils sont de nouveau battus à 50 km après. En fait, le maquis Birakeim était renseigné par les Allemands, à qui on donnait des indications choisies dans le cabinet du préfet de l'Hérault. Le résultat, évidemment, les archives allemandes parlent de la collaboration de M. Honteberi. Et en fait, cette collaboration, elle est telle que la Gestapo, au mois de juin 1944, arrêtera M. Honteberi et l'enverra en Allemagne. Et il reviendra d'ailleurs, heureusement, après la guerre. Alors l'école paxtonienne est devenue le dada à la mode. Et elle joue un rôle très important dans la mesure où l'Institut du temps présent, qui a été confié à un certain nombre d'universitaires, qui sont curieux d'ailleurs. L'un d'entre eux, Jean-Pierre Azéma, qui est d'autant plus anti-pétiniste, il veut faire oublier le rôle joué par son père au Parti populaire français, chez Doriot. Il y a d'autre part toute une série d'autres collègues. Or, ce groupe de l'Institut du temps présent est universitairement parlant, puissant. Il est soutenu médiatiquement par la presse en général, mais aussi par des hommes comme Cordier, qui a été le secrétaire de Jean Moulin, qui est l'auteur de 3 volumes extraordinaires sur Jean Moulin. Il y a aussi Aubrac, et toute cette bande, je m'excuse de l'appeler ainsi, va faire en sorte que tous les historiens qui ne reconnaissent pas et ne s'agenouillent pas devant Paxton
eh bien, ce sont des méchants, ils n'ont rien compris à l'histoire. Et alors, il reste que quelques historiens en dehors de cette tendance, mes collègues Cointet et moi-même, mais nous sommes totalement exclus des médias. Tout ceci est aggravé par le procès Papon. Alors là, le procès Papon est un moment important, parce qu'on va changer complètement les choses. Et ici, le rôle des politiques est important. Vichy fait peur, car on craint un lien entre le Front National et lui, avec des manifestations dans un certain nombre de régions. Or, on recherche le consensus et l'unanimité, et par conséquent, il va y avoir un procès Papon qui pose d'énormes problèmes, parce que pourquoi attaquer Papon? Parce qu'il a été secrétaire général du département de la Gironde, mais ne pas attaquer le secrétaire général de la Haute-Garonne, qui a déporté beaucoup plus de juifs que M. Maurice Papon. Seulement l'un était un ancien ministre de Gaulle et de Giscard, et était préfet de police à Paris pendant la guerre d'Algérie. Alors là, on tombe sur toute une autre série de choses. C'est le temps de la présidence Mitterrand, et au fond, le président Mitterrand soutient ces anti-pétinistes afin qu'on ne s'occupe pas de son pétinisme à lui. Et évidemment, après 1995, apparaît Jacques Chirac. Jacques Chirac va inaugurer une nouvelle méthode. Jusqu'en 1995, à l'anniversaire du maréchal, la tombe du maréchal a lieu et fleurit avec une grande gerbe le président de la République française. C'est vrai au temps du général, c'est vrai au temps de Pompidou, c'est vrai au temps de Valéry Giscard d'Estaing, c'est vrai au temps de Mitterrand. Et celui qui arrête cette opération, c'est Jacques Chirac. Ensuite, il y a le discours sur les Maldives. Alors, je dois dire que là, il y a un problème sur lequel je reviendrai, parce qu'il est très important. En fait, le maréchal a perdu beaucoup de sympathie, c'est vrai, et puis peu à peu, les choses se sont éloignées. Ses anciens fidèles, eh bien, ou ceux qui avaient travaillé avec lui-même, et dans les temps anti-pétinistes, je renvoie à mon article de la Nouvelle Revue d'Histoire qui vient de sortir, et on comprendra très bien comment les choses se sont passées. En fait, sur quoi se fonde l'anti-pétinisme aujourd'hui? 4 choses. L'armistice de 1940, Montoire et la collaboration, le pétinisme est une forme de fascisme, et enfin, la complicité avec la Shoah. Alors, le 1, sur l'armistice de 1940, je voudrais rappeler qu'en 2010, à l'école militaire, il y a eu un grand colloque pour montrer que militairement parlant, la guerre de 40, il fallait mettre fin. Il fallait mettre fin, car l'armée française est exsangue, il n'y a rien de prévu pour combattre en Afrique du Nord, et surtout, on oublie une chose dont personne ne veut parler. Le 16 juin 1940, le chef de cabinet du général Franco écrit à Hitler qu'il est prêt à entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne, à condition qu'on donne à l'Espagne le Maroc français et le département d'Oran. Et Hitler va hésiter, et en fin de compte, les maréchaux allemands poussent à l'acceptation de cette lettre, et Hitler refuse. Il s'apercevra plus tard qu'il a fait une énorme bêtise stratégique, mais c'est trop tard. Les Espagnols ne veulent plus marcher, les choses sont dites, la situation est différente. D'autre part, on ajoutera que il est évident que cet armistice de 40, si on n'avait pas signé, impliquait de la poursuite de la guerre, et il n'y avait pas de moyens pour transporter des troupes, et surtout du matériel en Afrique du Nord, et il n'y a pas d'aviation française ou britannique pour protéger la flotte de Méditerranée contre les flottes italiennes et allemandes. Deuxièmement, il y a Montoire. Alors c'est vrai, Montoire a été voulu par le maréchal. Il l'écrit d'ailleurs très simplement à son fidèle ami, le général Végan, dans une lettre de novembre 1940. Et il explique que il a voulu rencontrer le Führer pour diminuer, desserrer le poids de la ligne de démarcation. Ensuite, pour
diminuer les frais d'occupation, et enfin pour obtenir le retour en France d'un grand nombre de prisonniers de guerre, car c'est le temps où il y a 1 800 000 Français en Allemagne. Alors la collaboration, c'était un peu une rigolade. Alors je voudrais ajouter une chose. Collaboration, le maréchal n'est pas du tout est tout à fait conscient que ça peut aller très loin. Et il estime que pour maintenir l'équilibre, il faut se débarrasser de Laval. Il disparaît le 13 décembre 1940 du gouvernement. Et à ce moment-là, le maréchal Pétain envisage de transférer le gouvernement de Vichy à Alger. Et en même temps, on le sait d'autant mieux qu'il le fait en décidant d'emmener à Alger les prisonniers politiques qui sont là depuis octobre 40, Vincent Auriol, Daladier, Mondel, etc. Ils sont tous dans une résidence forcée et on les envoie vers Marseille. Et on les arrête au dernier moment. L'opération est arrêtée. Alors il est intéressant de noter que mon collègue Carlier, dans la revue d'histoire du conflit contemporain, souligne bien que si le maréchal a arrêté l'opération, c'est sur l'ordre des États-Unis. Le gouvernement américain, le président Roosevelt fait savoir que dans ces conditions, il entrait en guerre maintenant, mais les Anglais sont incapables de soutenir le poids d'une nouvelle guerre. Ils n'ont pas de moyens militaires, ni terrestres, ni aériens, sauf ceux qui sont pour la bataille d'Angleterre. Et l'opération, d'ailleurs, est tout à fait confirmée par la crise de l'armée anglaise en Grèce au printemps 1941. Alors, enfin, on reproche à la Révolution nationale d'être une espèce de forme de fascisme. Alors là, je vous avoue que je suis toujours un peu étonné. Le pouvoir à Vichy en 1940-44 appartient à qui? À toute une série de technocrates qui ne sont absolument pas maurassiens, fascistes ou quoi que ce soit. Ils sont des technocrates de très grande qualité, aux finances Voutilier, Berthelot au transport, et qui par conséquent font une politique nouvelle, une politique technocratique, c'est incontestable, et qui rejoint tout simplement la politique préconisée par les non-conformistes des années 30, qui s'appelle Emmanuel Mounier, qui s'appelle Robert Aron, qui s'appelle Avec Ordre Nouveau, et qui écrivent à plusieurs reprises qu'il faut se préparer à une révolution profonde, etc., fondée sur le corporatisme et fondée aussi sur le développement économique et le développement et le changement des institutions. Alors le corporatisme, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Philippe Prévost. À partir des années 30-35, l'Église catholique le reprend à son compte. Et il faudrait quand même regarder ce que sont les semaines sociales d'Angers de 1935, à la plus grande gloire du corporatisme, et qui sont animées par François Pérou. Tout à fait important, c'est pas l'Action française et le corporatisme, ni l'italien, ni le maurassien, mais c'est bien le corporatisme de l'Église catholique romaine. En fait, la politique intérieure et économique de Vichy, elle est fondamentalement fondée sur la doctrine sociale de l'Église. D'autre part, il ne faut pas oublier une chose, c'est la politique économique et sociale qui est menée ouvre la voie à ce que Jean Fourastier a appelé les 30 Glorieuses. Et enfin, il ne faudrait pas oublier non plus que cela engage une politique institutionnelle. Et il faudrait peut-être se souvenir que les idées institutionnelles du gouvernement de Vichy ont été mises en place en octobre 1958 par la constitution du général de Gaulle. Alors je prendrai un exemple de ce qui est très clair. C'est certains milieux qui entourent le maréchal les suggèrent de créer des provinces. Alors les provinces, l'idée est peut-être pas mauvaise, mais le milieu technocratique ne veut pas entendre parler de provinces, et par conséquent, on va appeler ça des régions. On fait une carte de 22 régions, qui, que je sache, au 1er août 2011, est toujours en vigueur. Avec quelques changements, mais
la politique régionale, elle date du mois d'avril 2011, et elle est signée Darlan, qui estimait qu'il était plus commode de gouverner 20 préfets qu'une centaine. Alors, quatrième chose sur laquelle je voudrais terminer, c'est la complicité du Marshal avec la Shoah. Et alors, il est évident que ceci a été renforcé par la déclaration de Jacques Chirac faisant du Veldiv la France complice de la rafle du Veldiv. Alors, c'est totalement inexact. La rafle du Veldiv, elle se fait dans Paris occupé, et de fait des règlements internationaux, le pouvoir appartient à l'armée d'occupation. L'armée allemande a besoin de personne pour faire des arrestations de juifs en France. Par contre, il y a complicité de l'équipe Laval avec le gouvernement du Reich à propos des juifs réfugiés en France, en zone libre, que l'on a interné en 1941 et que l'on livre à l'Allemagne en 1942. En ayant conscience, il faut aussi en avoir conscience, que ces problèmes de juifs étrangers n'intéressent pas grand monde. Lorsque le père Fessard vient demander au cardinal Gerlier d'intervenir pour protester, le président Elbronner, le président du consistoire central des Israélites, insiste auprès du Maréchal pour que l'on ne fasse rien, car cela retomberait sur le juif français. Tout ceci est confirmé par deux choses. D'abord, mes remarques en conclusion, si vous voulez bien, d'histoire de l'Égypte, d'histoire de l'Égypte et d'histoire de la résistance, sont le cas de tous les pays d'Europe occidentale. La France est le pays qui a eu le moins de déportations, juifs ou non. Après tout, la France a un gouvernement, il n'y a pas d'école juive en France, il n'y a pas d'interdiction juive de se marier, il n'y a pas d'interdiction de mariage mixte. Or, c'est la loi aux Pays-Bas, il n'y a plus de gouvernement. En Belgique, il n'y a pas d'interdiction de mariage mixte, mais il y a une loi qui oblige les juifs à aller dans des écoles juives, avec des proportions d'arrestation qui ferait en France, tous les juifs français auraient quasiment disparu. C'est d'ailleurs confirmé par deux ouvrages. La thèse de Madame Yaguil. Madame Yaguil est professeure d'histoire du XXe siècle à l'université de Tel Aviv, et elle vient de montrer que la France était vraiment le pays où il y avait eu le moins de déportés et qui avait le mieux protégé ses enfants. Et c'est confirmé par les travaux d'un chercheur suisse, André Chargueron, qui dit exactement la même chose. Alors tout ceci, on essaie de brouiller l'histoire de l'image du Maréchal. Je le dis d'autant plus que chacun sait ici que j'ai toujours été partisan du fait que le Maréchal qui parte en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, car je pense encore, c'était l'intérêt de la France, même si ce n'était pas l'intérêt des Français. Voilà ce qu'il faut dire. Je vous remercie.